Donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République, voici le bâtiment principal de l'usine. Nous avons 6 compartiments. Le premier compartiment, c'est la salle de réception de la matière première. Donc, il faut rappeler que cette usine doit transformer 500 kilos de tomates par heure. Ça veut dire par heure. Et avec un maximum de travail de 16 heures par jour. Avec une durée maximale de travail de 16 heures par jour. Ce qui nous amène à 8 tonnes de tomates par jour en transformé donc en purée de tomates consommable tant sur le plan national que sur le plan international. Donc ici nous avons le premier compartiment qui constitue donc la salle, sinon le rôle de réception de la matière première. La matière première, la tomate arrive ici, il faut désinfecter, il faut laver. Donc le premier tank, sinon bac de désinfection, c'est celui-là. Il y a l'eau. Doucement. On dépose, oui, nous avons de l'eau ici pour laver. Et voilà, vous avez déjà l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons beaucoup de choses qui se font de façon manuelle. Donc nous avons de la main d'œuvre, la jeunesse sera impliquée, il y a du travail maintenant. Donc nous avons de l'eau ici et on désinfecte tout ça. Oui, et ça s'en va. Donc lorsqu'on part d'ici, on procède à un second lavage au niveau du bac numéro 1, celui-ci. Donc, oui, c'est le 1 là-bas, enfin c'est 5. Donc ici, c'est le second. Et c'est lavé et c'est propre. D'accord. Bon, ensuite, quand on part d'ici, on va dans le second rôle. Tout ce qu'on lave là-bas, on vient d'abord déposer ici. Lorsque l'exploitation va commencer, cette salle sera inaccessible, tout sera bloqué. N'importe qui ne pourra pas accéder ici. Parce que le dispositif... Oui, pour la propreté et la sécurité. Donc le dispositif principal est ici. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc dans un premier temps, on procède au découpage et au broyage de la tomate. Mais avant ça, on procède à un tri qui se fait ici. Ici. Donc toujours la main d'œuvre. Oui, toujours la main d'œuvre. Non, il y aura de la main d'œuvre. Vraiment, il y a de la main d'œuvre. On procède à un tri. Donc on enlève tout ce qui est déchet, tout ce qui est mouvement, on met de côté. Et on récupère tout ce qui est vraiment bon. Et on vient ici et on déverse ça ici. Voilà. Donc, ce dispositif. Ils mettent ça dedans. Demain. Et tout à l'heure, ils mettront tout en marche, monsieur le président, vous allez voir. Oui, tout à l'heure, tout est en marche. Il n'y a pas de... Bon, ça, évidemment, je vais expliquer. Donc, ils mettent ça. Donc, ils mettent ça ici et on récupère ici. D'où ce récipient. Et ce seau que vous voyez, on se sert de ce seau pour récupérer cette tomate, toujours donc, jusque-là c'est manuel, et que l'on met ici. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une séparation nette. Vous avez la pâte de tomate pure qui passe par ici et elle se retrouve donc dans ce bac-là. Et vous avez les graines qui passent par ici et se retrouvent ici et seront convoyées dehors pour une autre exploitation. Donc, à partir d'ici commence maintenant la phase automatisée. Donc nous avons une partie donc, qui est manuelle et tout ceci maintenant, à partir d'ici, tout est automatique. Donc une fois que ça se trouve ici, il y a donc une sortie là. Alors, tout ça, ça passe, ça vient ici, ça remonte et ça se retrouve ici. À ce niveau-là. Oui, le jus pur déjà de tomate. Bon, lorsque ça arrive ici, et ce qui se passe c'est ceci. Cela doit pouvoir transiter par là. Vous avez ici, il y a donc un moteur donc, de pression, d'aspiration qui doit pouvoir faire passer cela par ce tuyau. Ça remonte là et ça revient et ça vient jusqu'ici. Ça revient ici? Oui, à ce niveau. À ce niveau. Oui. Et ça revient ici? Oui, ça revient ici en transitant par ces 3 étapes-là. Première étape, deuxième étape et troisième étape jusqu'à ce niveau. D'accord. Maintenant, arrivé ici, en fonction de la température régulisée par ce dispositif que vous voyez, le tableau là, qui sera mis en marche tout à l'heure, il y a, voilà, ce tableau là, nous avons à ce niveau, si la température qu'il faut est normale, le truc, donc, ça dit si la température qu'il faut est insuffisante, la quantité de tomates revient encore ici. Voilà. Alors, de là, nous avons donc la tomate
qui passe par ce tube-là et arrive ici. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce niveau que nous avons l'intervention du spécialiste en technologie alimentaire. Nous avons ici un mélange des ingrédients, ce produit-là. Et pendant ce temps, tout ce qui est ici est bloqué. Donc c'est ce spécialiste-là qui prélève un échantillon, qui l'amène droit au niveau du laboratoire, que nous allons visiter tout à l'heure. Excellence, on n'a pas encore fini. Et en l'intervalle de 2 minutes, il doit pouvoir dire, bien, c'est bon. Et une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il l'ouvre ici. Et dès qu'il ouvre ici, ça passe par ici, ça remonte comme ça, et ça, oui, et ça se retrouve maintenant dans le dispositif que nous avons là-bas. La tomate ici, on conserve, enfin, on récupère une certaine quantité, on maintient une certaine température, et ça passe par ici, et c'est à ce niveau maintenant que nous procédons, et nous procédons justement à la récupération au niveau des boîtes. Des boîtes sont déjà, ça c'est l'emballage. Donc vous avez quelqu'un qui est ici, son rôle c'est de récupérer cette tomate de 2 manières comme il veut. Ce mécanisme, ça c'est le mécanisme, je dirais ça c'est manuel. Donc nous avons un dispositif ici, c'est le pied. Lorsque c'est comme ça, il appuie, la tomate ça sort, il remplit jusqu'à niveau, il remet à celui qui est là. Mais lorsqu'il veut passer à l'automatisme, il revient, il vient à ce niveau. Et là, la récupération est automatique. Entre-temps, il y a un réservoir ici, parce que de temps à autre, s'il faut qu'il remette, pendant ce temps, la tomate qui coule est récupérée par un récipient. Et c'est là, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons vous montrer comment, en fait, cette histoire-là, ça a été fabriqué. Et c'est fermé. Oui, technologie adaptée. C'est fermé. Et comme ça, le produit. Là, c'est fermé. Oui, le produit est récupéré et il reprend le suivant. Chaud. Check. Et on ferme là. Oui, il va fermer tout de suite, Excellence, vous allez voir. Bon, les boîtes viennent nous. Les boîtes, ils ont amené quelques échantillons, ils ont amené des échantillons. Le reste, nous allons commander. C'est faisable au Bénin. Voilà. On verra si on peut faire ça au Bénin. D'accord. Je apprends, mais comment c'est ça? Voilà. Une fois que c'est récupéré comme ça, c'est encore chaud. Donc il faut refroidir. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un seau ici. Ce seau-là. Et c'est à ce niveau qu'on met un certain nombre de boîtes. Vous aurez ici près d'une centaine. Et à l'aide de ce palan, qui est coulissable dans tous les sens, on accroche ce crochet-là au niveau du seau et en se servant de cette chaîne, on fait remonter le seau que l'on coulisse au niveau donc de ce bac où nous avons de l'eau et on plonge là et on laisse pour un temps et le produit donc se trouve donc refroidi. Et lorsqu'on sort le produit, le reste donc c'est du marketing. Ça donne de la vapeur. Donc cette vapeur-là, c'est ça qu'on coulisse par cette tuyau-là. Ceci marche en fonction donc du gasoil. Donc c'est là qu'on met le carburant, le gasoil. Et ça, c'est le tableau électrique. Donc tout ce qui est électricité de la maison, vous voyez, la commande vient de là. C'est un dispositif très important. Nous sommes dans un monde compétitif. Tant sur le plan national que sur le plan international. L'eau, à elle seule, la qualité de l'eau peut détruire ce que vous avez dit. La qualité du produit dépend de la qualité de l'eau. D'après les études, l'eau que nous avons, y compris même l'eau de l'SBE, la qualité ne correspondait pas à ce qu'on veut sortir. D'où l'acquisition de ce dispositif qu'on appelle des aéroplans. Donc c'est un dispositif de traitement de l'eau. Et l'eau vient ici, se trouve traitée, et c'est cette eau-là qui est envoyée maintenant au niveau donc de l'usine là-bas pour avoir donc ce qu'on doit. Ça fait par usine, ça fait au moins 50 personnes. Donc 50 personnes. Pour démarrer, y compris les techniciens et la main d'œuvre. Pour sortir le produit, être technicien, être mécanicien, spécialiste en technologie alimentaire, tout ça là, il faut au moins 50 par usine. Alors, et ça fait 6, ça fait plus de 300. Justement, par rapport à la formation et aussi la phase de mise en service,
il y a une formation qui est prévue. C'est lui qui va donner la formation. Avant de partir? Oui, avant de partir. Ça, on peut l'interroger, il peut confirmer. J'ai discuté avec lui. Vous avez fait le recrutement déjà? Le recrutement, ça, à la télé, on doit pouvoir lancer un communiqué. Avant qu'il ne parte? Avant qu'il ne parte. Donc pendant qu'on est en train d'installer, même avant ça, les gens viennent déjà. Et puis, bon, il y a une équipe qui se charge du montage actuellement. Pour que ce soit un recrutement vraiment transparent, on va inviter tout le monde, les gens viennent déposer leur dossier et puis on prend ce qu'on va prendre. Et il va assurer la formation. Il a prévu ça avant de partir. Et il nous faut un centre de formation pour l'ensemble des usines. Pour l'ensemble des usines. Transformation. Voilà. Bon, très bien. Donc ça fait 500 kilos par heure, avec 16 heures de travaux par jour. Ça fait 8 tonnes. Qui doit tourner, mettons, et qui doit tourner 11 mois sur 12. Le 12e mois étant consacré à la maintenance. Remercions l'Excellence pour ce beau cadeau qu'il nous a offert. Nous vous disons infiniment merci. Oui. Et au nom de toutes les femmes de Comacel, les paysans, nous remercions nos techniciens et que nous vous promettons que nous allons tout faire pour mettre cette usine-là en marche. Ça va marcher pour toujours. On saura que c'est le souvenir de Comacel. On va toujours l'approvisionner parce que nous sommes vraiment contents. Ça, c'est fantastique. Nous remercions notre... Vous-même, vous en produisez? Oui. Okay. Oui. Avec combien de tonnes par mois? Vous-même. Combien d'hectares alors? Vous en blavez? Combien d'hectares? Est-ce que vous aurez bientôt les tracteurs à côté? À Ouida, oui, à Ouida à côté, oui. Voilà. On a appris ça. Oui, voilà. Oui. Donc, il faut faire mieux. Oui, mieux encore. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Et ils ont commencé par là. Ils ont commencé par là. L'Inde, le Brésil, tout ça. D'abord, la question agricole. Toutes les réformes. L'accès au foncier, lorsque quelqu'un veut produire, monsieur le maire, monsieur le préfet, il faut régler cette question. Nous avons notre code foncier. On remercie nos parlements, nos députés qui ont travaillé à cet effet. Donc essayez quand même d'expérimenter, d'instrumentaliser ça. Oui, on va le faire, c'est promis. Oui, oui. Je m'adresse même aux préfets, aux autorités communales, préfectorales, je vais y arriver, de manière à ce que la question de l'accès aux terres ne soit pas posée. L'accès à l'eau, le génie militaire doit déjà en train d'être mobilisé. Il faut qu'on fasse des micro-barrages, si vous voyez. Les intrants, vous en aurez besoin également. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Engrais, urée, etc. La mécanisation, vous aurez des tracteurs à côté. 4 usines de montage de tracteurs, nous en aurons environ 10 000 tracteurs par an. 10 000 par an. Donc, nous sommes partis pour booster notre agriculture, mes chers sœurs. La production maraîchère. Le président de la Banque islamique de développement va arriver. On va penser à vous, surtout la production maraîchère. Nous devons maintenant assurer notre propre sécurité alimentaire. Ce que nous mangeons, n'est-ce pas, doit être ce que nous produisons. Nous devons produire ce que nous mangeons, n'est-ce pas? Éviter de manger ce que nous ne produisons pas. Oui. C'est le paradoxe. Oui. Oui. Alors, la jeunesse, mes chers parents, mes chers enfants, mes chers jeunes, nous allons tout faire pour que ce soit rémunérateur. Cette usine-là, pour qu'elle puisse durer, il faut qu'elle soit soumise à la gestion privée. Oui. Des instructions ont été données à la primature pour que nous puissions déjà passer à la phase, préparer les dossiers de privatisation. Que les privés puissent prendre, disons, en main la gestion, disons, de ces usines. Hein, professeur? Donc, nous allons le faire. Pour le moment, nous avons créé une agence d'économie mixte qui est propriétaire. Et ça, c'est les fonds publics. Et au fur et à mesure que nous allons privatiser, les privés vont rentrer dedans. Mais l'État n'est pas fait pour gérer les usines de transformation. Parce qu'il est au privé de tout faire.
et d'être en relation maintenant avec les producteurs. Maintenant, la question de l'acquisition des produits, c'est une autre question. À mon avis, les producteurs et toutes les parties vont s'asseoir pour régler cela. Est-ce que vous avez compris? Donc, Boumassé doit être le premier pôle. Et encore une fois, cette usine-là n'est pas pour Boumassé, la commune de Koumassé uniquement. Non. En attendant, c'est pour tout le Bénin. Est-ce que vous voyez? Je sais que mes soeurs de Koulekamé ont posé le problème. Au fur et à mesure, faire en sorte que dans le cadre juridique, légal qu'on est en train de mettre en place, que les privés soient encouragés à en construire davantage. Mais en attendant, puisque pour le moment les privés ne se manifestent pas, l'État a dit bon, l'État va absolument s'engager, quitte à maintenant céder cela au privé. Vous avez compris, il faut rentabiliser. Et je vois, au fur et à mesure que nous allons progresser, ce serait créateur dans de main-d'œuvre. Vous avez compris? Donc nous allons démarrer comme ça. Ils sont passés par là. Vous voyez, tout est adapté là. Hein. Même les boîtes là, on ne va pas importer ça. Hein. Déjà, voilà. Qu'on trouve déjà que vous trouviez déjà des. Vous-même pouvez déjà mettre une petite usine pour fabriquer ça, ma soeur. Pour fournir les boîtes. Pour fournir les boîtes. Il n'y a pas de sous-métier, mes chers parents. Pas de sous-métier. Et ils ont démarré le Brésil, l'Inde, tout ce qu'on appelle les briques aujourd'hui là. Brésil, l'Inde, Russie, Chine, etc., Afrique du Sud. Et comme ça. Et progressivement. Et ils ont progressé. Et puis terminé. Ce sont eux aujourd'hui qui créent la richesse. Donc on ne fait que commencer. Mais sur une base plus sûre et plus durable. C'est pourquoi je tenais à venir voir en attendant maintenant que les choses démarrent. Alors, c'est le PPMA. Le génie militaire, je tiens à vous remercier. Colonel, permettez mes remerciements à mes chers compatriotes, notre force de défense et de sécurité d'une manière générale, qui veillent sur tout ça. Donc, ils ont une mission républicaine, sécuritaire, et en plus de ça, doublée d'une mission de développement. Je viens de vous parler tout à l'heure de leur sollicitude à l'endroit de la République pour les micro-barrages. C'est le génie militaire qui a construit l'Italie. Ah oui. C'est le génie militaire qui a construit l'Italie. Donc, en réalité, tout le monde doit travailler. C'est ça, lorsqu'on parle de croissance inclusive, c'est-à-dire tout le monde travaille, crée la richesse. Tout le monde en tire profit. Et pendant qu'on s'enrichit, la génération qui est en train de s'enrichir prend des précautions pour ne pas détruire l'environnement. Donc prépare déjà la prospérité des générations à venir. C'est ce que nous appelons la croissance inclusive. Si elle est forte, elle va enrichir tout le monde. Je suis le deuxième adjoint au maire de Koumassé. Vous nous avez honorés. Merci. Et Dieu va vous le rendre centuple. Et j'ai une préoccupation à émettre. Parce que par rapport à l'envergure de ce que nous venons de vivre ici tout à l'heure, on a besoin de la matière première. C'est sûr. Et pour produire de la matière première, il faut des hommes, il faut des terres. Et Dieu nous a honorés. Et nous avons un grand frère, le professeur, qui déjà pour la cause a déjà acquis 20 hectares de domaine. Merci. 200 hectares. Merci, professeur. Et je voudrais que le technicien l'implique. Parce que déjà, il est là. Vous allez lui accorder la parole. J'ai créé la toute première université privée d'agronomie à Décamé, ici. Formidable. Ouais. Et la rentrée, c'est lundi, avec 200 et quelques étudiants venant de partout. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je mettrai cette université d'agronomie au service des industries que vous allez nous créer. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. C'est vraiment donc, vous voyez, à mon avis, on a...
Donc c'est ici que les produits sont réceptionnés. Et on procède en même temps au lavage des produits dans ce bac-là. Donc dans ce premier bac, on lavage des produits dans ce bac. Ça, je vous montre en même temps le dispositif Aéroplan de purification. Donc le produit quitte là. On passe dans la salle à côté. Mais ça, c'est l'outil de purification d'eau. Tel qu'on vous l'a démontré à Komassé. Bon, comment vous avez réglé ça? Ça, c'est des machines. C'est l'eau de la Soneb et l'eau des forages. Qu'il faut purifier d'abord. Si la Soneb est en panne, le forage fonctionne. Dans tous les cas de figure, que ce soit l'eau de la Soneb ou l'eau du forage, la valeur de l'eau qui sort est la même. C'est le même dispositif. Les produits nettoyés sont pris en compte ici. On fait le tri, on voit ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon. On sépare en même temps. Là, c'est le même dispositif comme pour Massé. Les produits sont mis dans ce réservoir. Après de là, on les recueille. Après le recueil, on passe dans cette machine. Et le même dispositif continue. Ça continue comme on a vu là-bas. C'est pratiquement la même technologie pour l'ananas, pour la tomate et pour l'orange. Donc le produit arrive, mais c'est à partir de là que la chaudière entre en action. Il y a la chaudière qui est dans cette salle-là. La chaudière qui est là, avec tout ce qu'il y a comme dispositif de contrôle. Ça fait que le produit qui sort est déjà élevé à une température qui permet de tuer tout ce qu'il y a comme microbe. Donc c'est un produit débarrassé de toute impureté qui sort. Donc le produit est refroidi dans le bac là, par l'intermédiaire de ce treuil. Et à partir du treuil maintenant, on procède à l'embouteillage. À commencer la machine. Ils mettent ça, ils tournent, ils ferment. Si. C'est là où on fait le pré. On fait les voies. Ah bon. Peut-être lui ne sait pas. Comme on a déjà vu ça là-bas. D'accord. On a déjà commencé. Oui, on vient savoir. Voilà. Et à la main, donc il doit y avoir un homme qui a quelqu'un là. Oui, c'est ça. Bon. Nous avons 4 petites unités de transformation. Mais notre problème ici actuellement, c'est le problème de rupture. Alors, de rupture de matière première. Parce que, il ne faudrait pas que, quand l'usine sera mise en marche, que les autres unités soient... qu'il y ait rupture. Parce que les paysans, nous aurons souhaité que les paysans producteurs puissent bénéficier d'un fonds spécial de roulement, que les paysans producteurs puissent avoir un crédit, et aussi de l'autre côté, que les producteurs puissent avoir les intrants agricoles adaptés à la culture de l'ananas. On en a parlé. Oui, et puis de l'autre côté, il y a les pistes aussi qui relient, disons, tous les villages producteurs à l'usine. Vous n'avez pas parlé du tracteur? On n'en avait pas besoin. On en a besoin. Non, mais, Monsieur le Président, nous avons parlé du tracteur. C'est-à-dire le tracteur, nous en avons reçu, grâce à vous, depuis votre arrivée. Toutes les communes ont bénéficié de tracteurs, y compris même les groupements de femmes. On va en produire, c'est ça. On va en produire, justement. Et on vous remercie, Il y a Ouida, il y a Plahoué et ailleurs. Ça fait 10 000 tracteurs par an. Par an. Voilà. Mais notre problème aujourd'hui, surtout pour ce qui concerne la région du Sud, nous avons un problème d'essouchage. C'est ça qui limite un peu l'effort que nous devons faire. Donc, ce que nous allons il faut essoucher d'abord pour pouvoir utiliser. Donc il faut qu'on demande à nos partenaires d'intégrer les essoucheuses. Les essoucheuses bien de petits bulles, les D4, D5 par exemple, pour pouvoir faire l'essouchage comme ça, nos tracteurs pourront travailler sans difficulté. Parce que nous avons tout le matériel. Vous voyez. Donc c'est... D'accord, l'accès au foncier. L'accès au foncier avec la nouvelle loi qui a été votée. Et nous disons merci à nos honorables. Oui, monsieur le Président. Merci beaucoup. C'est un problème qui est résolu. Totalement. Ou bien, il faut encore améliorer. Il faut toujours améliorer parce que nous allons mettre ça en expérimentation et puis 2 ans après, on pourra faire une évaluation et on verra bien ce que ça va donner. Mais une préoccupation aussi, parce que la dernière fois, vous avez bien voulu inviter les... on va organiser ça. Les Turcs, les Turcs étaient venus ici pour le problème de l'électricité. Et en parlant, ils ont parlé aussi des barrages hydro-agricoles. L'énergie. Il y a l'énergie. Et de l'autre côté aussi, les barrages hydro-agricoles pour nous permettre de faire l'irrigation, de faire l'agriculture dans de bonnes conditions, aquaculture, culture de riz, tout et tout. Donc ça peut vraiment
nous aider à régler le problème des jeunes, à les maintenir au village, et nous pouvons exporter le surplus. Donc nous tenons vraiment à vous remercier pour ça, parce que vous avez résolu le problème de l'électricité et en même temps le problème de l'eau agricole. On veut. Mais ça dit que la volonté y est. Il faut prier Dieu maintenant. On va prier avec vous. Et puis nous devons aussi profiter de votre arrivée pour vous remercier et vous présenter nos félicitations, parce qu'aujourd'hui c'est l'an 2 de votre deuxième mandat. Et que Dieu vous bénisse. Merci vous beaucoup. Accorde la vie, longue vie. Merci mon président. Merci monsieur le maire. Nous ne pouvons pas régler la question de la sécurité alimentaire en dehors de l'agriculture. Nous ne pouvons pas régler la question du chômage des jeunes en dehors de l'agriculture. C'est pourquoi nous devons foncer maintenant. Merci à notre institution parlementaire. La question de l'accès à la terre est fondamentale. Oui. Mais pour booster l'agriculture, il faut un certain nombre de préalables, de prérequis, etc. Et tout ça là. Vous avez compris? L'accès à l'eau, je crois, vous avez fait allusion au barrage hydro-agricole, etc. Tout ça, c'est de ça que nous parlons, à but multiple. Vous pouvez avoir des barrages pour donner de l'eau à boire à l'homme, au bétail, irriguer, etc. Le génie militaire est en train de se mobiliser en venant ici dans l'hélicoptère, c'est de ça que nous avons parlé. C'est le génie militaire qui a bâti l'Italie. Et nous, aujourd'hui, on m'a dit au Burkina, c'est une puissance au Burkina. C'est le génie militaire qui appuie. Ils ont des micro-barrages partout, le Venezuela, etc., qui a du pétrole. On n'en a pas pour le moment. Mais le peu de ressources que nous avons, nous pouvons la rationaliser. Monsieur le maire, je crois, nous avons démarré. Nous disons, quels sont les problèmes? Je crois qu'on est en train de les attaquer. Le Parlement, avec le code foncier, le génie militaire, l'accès à l'eau, la mécanisation avec maintenant, par la grâce de Dieu, les 4 usines qui vont produire par an 10 000 tracteurs. Je retiens qu'il faut intégrer, quand on dit tracteur, il n'y a pas que des tracteurs que ces usines vont produire. Il y a d'autres matériels adaptés à notre demande, n'est-ce pas? À nos besoins. Et sous chose que vous en avez parlé, vous avez raison, de la partie méridionale de notre pays. Donc, il y a d'autres matériels. Donc, nous avons créé une agence de mécanisation privée qui va piloter tout ça. Vous avez compris? Mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en réalité, l'État ne fait que donner la direction. Ça, là, relève de la compétence du secteur privé. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre un cadre juridique, légal, de partenariat, État, voilà, public-privé. Pour clarifier tout ça, sécuriser les intérêts des uns et des autres, tout en préservant, eh bien, l'intérêt général. Est-ce que vous avez compris? Donc, je crois que on ne fait que commencer pour les tomates, et ici pour l'ananas, Zapota pour les oranges, Noir dans le cadre, je crois, Banté Parakou, les mangues, s'ils quittent, ils finissent Zapota, ils vont aller dire, ils vont aller en Altengo, parce que c'est déjà la période de collecte des mangues. Et je leur ai dit de se débrouiller pour que ce soit à but multiple aussi. En temps, il y avait tomates. Voilà. Etc. Mais ce n'est pas fini. On va continuer sur toute l'étendue du territoire national. Mais chaque unité a une dimension nationale. C'est-à-dire, celui qui produit l'ananas ailleurs, dans d'autres communes, peut ramener ici. Est-ce que vous comprenez? Au fur et à mesure, en fonction de nos moyens, nous allons en démultiplier. Vous voyez, il y a la primature qui se prépare pour faire des dossiers de privatisation maintenant. Privatisation. Pour que ce soit des privés qui soient vos interlocuteurs. L'État n'est pas fait pour gérer ces usines de transformation, ce n'est pas le rôle de l'État, ça. Mais on donne la direction à suivre. Vous avez compris? Je crois qu'avec ça, nous allons pouvoir relever le défi, même de la croissance économique. Lorsque nous parlons de ça, on ne sort pas du schéma de la diversification agricole. Que ce soit la production industrielle, je fais allusion au palmier à l'huile de palme, palmier à huile, au coton, à quoi d'autre, quoi, soja, quoi, etc. Et il y a d'autres productions vivrières. La sécurité alimentaire passe par là. Vous voyez, en termes de maïs,
en termes de mil, en termes de riz, etc. Donc il faut absolument que le Bénin règle la question de sa sécurité alimentaire, que le Bénin soit le grenier pour la sous-région aussi, pour aider, pour tenir compte aujourd'hui des crises alimentaires, les questions liées aux crises humanitaires, etc. C'est aujourd'hui un problème pour nous. Le programme mondial alimentaire est venu nous voir pour dire nous voulons que le Bénin fasse mieux que ça. C'est vrai, nous n'avons pas de problème ici. On ne vous donne pas des produits. Pour le moment, ils envoient pour nos enfants au niveau des cantines scolaires. Mais bientôt, ils ont dit qu'ils vont arrêter. Donc, il faut qu'on se prépare. Est-ce que vous voyez? Donc, une fois que nous produisons tout ça, en amont, en aval, il faut la transformation. D'où ces petites unités de transformation qui créent plus de valeur ajoutée. C'est tout ça là réuni, n'est-ce pas? L'ensemble de ces valeurs ajoutées, agrégées qui donnent la croissance économique. C'est-à-dire tout ce que nous ajoutons, par exemple, nous parlons de l'agriculture, on peut parler des autres secteurs, bâtiments, travaux publics, tourisme, culture, artisanat, tout. En 2012, on dit vous avez fait 5,4% de croissance économique. C'est-à-dire, ce que nous avons pu faire, ce que nous avons pu ajouter à notre patrimoine national, qu'on avait en 2011. Donc, par rapport à ce que nous avons fait en 2011, eh bien, en 2012, nous avons accru notre richesse de 5,4%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne sert à rien. Il faut rentrer dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment c'est réparti? Est-ce que, en réalité, c'est des créations de richesses qui n'ont pas d'impact? Exemple, vous avez d'autres pays qui ont du pétrole, qui ont des ressources minières, etc. Ceux qui ont des pétrole offshore, en pleine mer. Le pétrole quitte là, allez transférer. Le revenu n'a pas de lien avec l'économie nationale ou le revenu des populations. Cette croissance-là, on n'en veut pas. Quand vous voyez une croissance 8%, 9%, 11%, ou à 3 chiffres, ça là, on n'a pas besoin de cette croissance-là. On peut faire une croissance, mais ce qui est souhaitable, il faut qu'elle soit forte. Et nous avons parlé de croissance inclusive. Tout le monde prend part à cela. Tout le monde prend part à cela. On règle en même temps la question du chômage des jeunes. Tout le monde prend part à la création de la richesse et tout le monde en tire profit. Et pendant qu'on est en train de s'enrichir nous-mêmes, la génération actuelle, nous donnons les moyens pour préserver l'environnement, parce que nous sommes en train de préparer, nous sommes tenus de préparer la prospérité des générations futures. Voilà la croissance forte, inclusive, de qualité. Donc, les 5,4%, comment on a réparti ça? On peut le dire, tout ce que vous avez, tout ce que les producteurs ont gagné, les transporteurs, les quoi, on parle de microcrédit aux plus pauvres, etc. Donc il va falloir maintenant, c'est ce problème que nous avons. Est-ce que vous voyez? Donc l'agriculture, oui, pour la sécurité alimentaire, pour la résorption du chômage massif de la jeunesse. Et là-dedans, nous sommes ici à commencer, dans cette usine de transformation, c'est pour donner plus de valeur ajoutée à la production que vous faites. Non. À commencer, la dernière fois, je suis passé, mes chers mamans m'ont dit, président, nous produisons l'ananas, avec le camé aussi, nous produisons l'ananas, mais 2 jours après, ça pourrit. Ça n'a pas de sens. Le Brésil, l'Inde sont passés par là. Et pourquoi, quand vous voyez les technologies, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, avec le temps, même les boîtes là, nous sommes supposés être en mesure de les produire ici. Rien ne doit venir de l'extérieur. Rien. Je termine en disant merci au génie militaire, colonel. Merci beaucoup, parce que ce n'était pas aussi simple. Ça fait 3 ans qu'on a fait venir ces équipements. Hein, ce n'est pas facile, le Bénin, mon pays.
lorsque nous allons faire un effort pour nous accepter, accepter le principe de partage, l'amour dans notre cœur, Dieu dans notre cœur, alors il nous dira, creusez ici, j'ai mis de l'or là, creusez là, j'ai mis du fer, creusez là, j'ai mis du pétrole. Parce que nous sommes aujourd'hui le seul pays de la CEDEAO à ne rien vendre en termes de ressources pétrolières et minières. Le seul. Prenez tout le golfe de Guinée là. Tout le golfe de Guinée, vous avez le Congo, vous avez le Gabon, vous avez la Guinée équatoriale, vous avez le Cameroun, vous avez le Nigeria, vous avez le Libéria, vous avez la Sierra Leone, n'est-ce pas? Vous avez le Ghana, vous avez la Côte d'Ivoire. C'est une boucle. Il y a du pétrole partout. Il ne reste que le Togo et le Bénin. Et nous courons. Et c'est vrai, et ils en ont trouvé parce qu'ils ont investi 10 ans, 15 ans plus tôt. Ce que nous, on n'a pas fait. Mais par la grâce de Dieu. Parce que la pauvreté aussi est nocive. Elle est dangereuse, la pauvreté. N'est-ce pas? Mais le peu que nous avons, on peut mieux faire, à mon avis. Nous pouvons mieux faire. Et il faut que les communes jouent un rôle fondamental là-dessus. Et c'est là où j'ai dit la question honorable. Oui. Prenez ce dossier de la décentralisation au sérieux. Oui. Tous les samedis, de 8h à midi, tout le monde travaille pour la commune. Pour la commune, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Pour le bonheur de mes parents d'Alada, l'État ne peut pas tout faire. L'État a des ressources limitées dans tous les pays de ce monde. Ceux qui disent que l'État peut tout faire, il les met en défi. Personne n'est en mesure de venir me le dire. Parce que quand vous allez en Occident, vous quittez une région en France pour aller dans une région en Allemagne et tout ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez une différence? Non. Mais c'est les populations. Le Burundi, n'est-ce pas? Ça n'a pas été décrété. Non. Ils ont démarré un jour, d'après ce que mon collègue m'a dit, Pierre. Aujourd'hui, les 2/3 des infrastructures socio-économiques sont construites par les populations. En relation avec les collectivités locales, les conseillers municipaux et locaux. Que ce soit dans le domaine des stades, le domaine des salles de classe, les centres de santé, les routes, etc. Ils regroupent leurs talents, les experts locaux, etc. Il faut reprendre, ça crée l'amour, l'amitié, etc. Il faut que nous mettions Dieu, le Père Céleste, dans le cœur. On voit Dieu lorsqu'on accepte l'autre. On porte Dieu dans le cœur lorsqu'on aime l'autre, quelles que soient ses conditions, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quelle que soit sa localité, etc. C'est en ce moment qu'on porte Dieu. Mais lorsqu'on repousse, on ne porte plus Dieu, on porte le Satan et le diable. Mais par la grâce de Dieu, mon pays, mes chers compatriotes béninois, porteront Dieu dès maintenant dans leur cœur, pour qu'ensemble nous puissions construire, rebâtir nos communes pour notre prospérité et notre pays pour notre prospérité. Ce n'est pas l'extérieur qui viendra bâtir le Bénin. C'est ce que Dieu le Père Céleste nous a donné. Et le Bénin fait partie du monde extérieur. Gérer bien le Bénin, gérer bien le monde extérieur que j'ai créé. Donc voilà, c'est une question d'organisation. Et moi, j'ai de l'espoir. Tout se passera bien. Merci, Monsieur le maire, merci. Prenez soin de ce petit. Alimentez, faites tourner l'usine pour le bonheur de mes chers et de mes producteurs. Voilà. Et qu'il y ait une harmonie, les petites unités, et ça là, pour qu'il n'y ait pas disparition des petites unités. Ça, c'est au conseil communal de s'impliquer pour réfléchir un peu comment vous allez organiser l'harmonie. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas que ça. Nous allons encore progresser. L'électrification, on n'a pas de problème. Nous allons, d'ici 2 ans, 3 ans, je vous le jure, les 3/4 des villages de notre territoire seront électrifiés. Les 3/4. Oui, mais ça ne suffit pas. On peut avoir les infrastructures, organiser le maillage partout. On peut le faire. Mais s'il n'y a pas le jus,
C'est comme si vous avez une voiture, ben, vous n'avez pas d'essence. Vous irez où? Donc, aujourd'hui, nous souffrons, et pas de l'énergie. Nous souffrons parce que 98% nous viennent de l'extérieur. Il faut qu'on commence par construire notre autonomie maintenant. C'est bien, le régional, c'est bien, le partenariat international, c'est bien. Mais il faut que sur place, Dieu nous a donné des sites hydroélectriques que nous pouvons construire. Et nous allons le faire par la grâce de Dieu Tout-Puissant pour que nous puissions accroître notre capacité. On nous a dit, nos techniciens nous ont dit qu'on a un potentiel de 600 MW. Nous allons le faire. On va démarrer. Il faut qu'on démarre. C'est vrai, un barrage ne se fait pas en un jour. Hein? Non. Ce dont on parle, il faut attendre 2 ans. Hein? 2 ans, oui. On a suivi à sinon, avant, c'était d'abord nos machines là, thermiques qui ne tournaient même pas. Nous avons lancé, on se contentait de ce qui nous venait du Ghana. Le contrat qu'on a signé avec les Ghanéens prend fait en 2017. Pour bientôt. Mais, Dieu merci, le Ghana est plein de pétrole, plein de gaz. Bon, le Nigeria, on a négocié lorsqu'on est arrivé. On a fait l'interconnexion. C'est le Nigeria aujourd'hui qui nous maintient à flot en ce moment. 200 MW. Si le Nigeria coupe, tout le Bénin est dans le noir. Ah oui, oui. Ben, on a connu ça il y a à peine 2 semaines, non? Oui. On ne peut pas avoir le développement sans l'énergie. Il faut qu'on règle la question de l'énergie. Une fois qu'on a ça, tout ce que vous avez comme infrastructure là, qu'on est en train d'installer dans les communes là, c'est à cette seule condition qu'on pourra tourner cela. Même là encore, on est en train de faire la question des compteurs, c'est pas réglé. Là aussi, on va privatiser. La distribution des compteurs, on va faire par département ou par quoi, je n'en sais rien. Ils sont en train de réfléchir là-dessus, de manière à ce que ce soit les privés qui vous distribuent les compteurs. Point. Puis quoi, c'est mieux. SBN ne peut pas. Il faut qu'on réduise le périmètre de l'État. En conservant son efficacité, une fois qu'on aura réduit son périmètre, il faut qu'il soit efficace. Et que parallèlement maintenant, on crée les conditions pour qu'il y ait un entrepreneuriat national. Que les privés prennent progressivement le relais. D'où, disons, la conception du cadre légal, fiscal, juridique qu'on est en train de proposer. Et une fois adopté au Conseil des ministres, ça ira au Parlement. Donc, en principe, l'État n'est pas fait pour faire tout. Elle est là pour les fonctions régaliennes. Ces fonctions régaliennes sont claires. La question de la sécurité, nous sommes là-dessus. C'est là où je vais arriver. Vous n'êtes, pendant la Révolution, monsieur le maire, vous vous rappelez ce que se faisait? Si. Un étranger vient, paf, il est signalé en même temps. C'est son comportement prêt à équivoque. Reprenez les bonnes habitudes. Reprenez, on dit de signaler seulement, de signaler. Vous signalez, attention, il y a un monsieur qui est là, pour votre propre sécurité aussi. Ça existe déjà au niveau d'Alada. Bon, voilà, c'est une bonne chose. Vous signalez, vous signalez. Vous avez compris? Parce que c'est un défi qui ne relève pas de la compétence du Bénin seul. Non. Aucun pays aujourd'hui ne peut dire qu'il soit capable de se mettre à l'abri de l'insécurité. Pourquoi? À cause du régional et du sous-régional. Vous voyez ce qui se passe au niveau du Mali aujourd'hui? Ça progresse. Le Nord, un peu partout, ça prend tout le Sahel. Ça, c'est un dossier qui nous fatigue en ce moment. Jusqu'au nord du Nigeria, etc. Hein? Est-ce que vous voyez? Même ceux-là qui ont du pétrole, ils sont essoufflés maintenant. À plus forte raison, un pays comme le Bénin qui n'a rien. Donc, nous faisons ce que nous pouvons. Je félicite les forces de défense et de sécurité dans leur globalité. Je leur demande plus de professionnalisme, plus d'entrain, plus de courage, mais à condition que les populations acceptent de nous aider. Alors, ce qui nous renvoie alors à la compétence, disons, à l'importance de la décentralisation. Dans tous les domaines, il faut de plus en plus maintenant que nos communes émergent, jouent le rôle fondamental. Sécurité, paix, économique, etc. Vous avez compris, monsieur le maire? Vous avez très bien compris maintenant? Merci. Voilà. Donc pour moi, je vous quitte sur ce ton, fait d'espoir et d'espérance, avec cette prière, que Dieu le Père Céleste puisse prendre en main
notre pays. Merci, Président. Et notre sous-région. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup.